Les deux événements qui, dans le monde, ont produit le plus grande baisse à la fois d'espérance de vie et de morts concrets au XXe siècle, hors les guerres, c'est l'épidémie de sida, d'une part, et c'est l'imposition du capitalisme sauvage après le démantèlement de l'URSS, où les hommes russes, ukrainiens, polonais, etc., ont perdu des espérances de vie de hauteur de 8 ans en quelques années, et entre 89 et 95, vous avez eu 4 millions de morts. Quand vous avez des morts organisées par des décisions politiques, comme par exemple sous le stalinisme, on va dire les crimes du stalinisme, mais quand vous avez des morts qui sont produits par l'imposition d'un capitalisme brutal, dérégulé comme dans l'ex-URSS, vous n'allez pas dire les crimes du capitalisme. Vous n'allez pas penser comme des crimes ou comme une guerre qui est menée, alors que vous avez bien des corps qui sont exposés à la mutilation, à la mort, et des corps qui sont protégés de cette mutilation et même qui en vivent. Et donc quand vous avez des gens qu'on envoie au front ou qu'on se donne le pouvoir de tuer au nom d'une idéologie économique, etc., vous pouvez bien penser ça comme une guerre. Et quand on voit que le programme du macronisme, quand même, que Macron, quand il annonce son programme, il annonce 2 mesures. La première, c'est le RSA ou forcer les gens au travail. Et la deuxième, c'est la retraite à 65 ans, dont on sait qu'un quart des pauvres meurent avant 60 ans. En vérité, qu'il ait envie de le faire, c'est une chose, mais que ce soit son programme. C'est son but dans la vie. C'est un but de guerre économique et sociale, avec des gens qui vont être mis à mort ou qui vont être mutilés. Et il faut le penser comme une guerre. Peut-être que c'est une guerre qui produira plus de morts que des guerres dont on parle comme des guerres, comme la guerre en Ukraine, j'en sais rien. On n'en sait rien. À long terme, combien de gens vont mourir, combien de gens vont mourir prématurément, combien de gens vont être exposés à la souffrance, vont être mutilés dans leur corps. Pour moi, c'est des victimes de guerre sociale et de victimes de guerre économique, en face de laquelle on peut avoir strictement aucune neutralité et par rapport auquel il faut avoir une forme de révolte très, 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 très grande. Et donc, je pense qu'on a trop tendance à déviolentiser les choix politiques qui sont faits par des gens comme ça, parce que si on pense en termes de mort, d'exposition à la mort, les résultats, ils sont quand même barbares. Bonjour Geoffroy de Laganerie. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes sociologue et philosophe, spécialiste de philosophie politique. Vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages sur lesquels je vais m'appuyer au cours de cet entretien, en tout cas les plus récents, pour évoquer un certain nombre de thématiques, disons, politiques qui nous concernent. Dans vos ouvrages, vous interrogez l'État et sa violence dite légitime, vous vous attaquez à l'idée de justice, vous vous intéressez aux luttes sociales et politiques, aux intellectuels et leur pouvoir, alors engagés ou désengagés. D'ailleurs, persuadé que les intellectuels peuvent participer à la déstabilisation du monde actuel, vous suscitez parfois la polémique en considérant que les intellectuels de droite n'existent pas ou en réhabilitant l'idée de censure. Vous n'hésitez pas, dans le cadre de tribunes, à faire part, parfois, de votre colère face à la faiblesse des forces progressistes de gauche, qu'elles soient politiques ou intellectuelles. Alors, critique, vous l'êtes, mais vous ne vous résignez pas et restez optimiste quant à leur évolution. Alors, en préambule de cet entretien, Geoffroy de Laganerie, j'avais envie de vous faire réagir à une formule. Je me demande si vous la reprendriez, une formule de celui dont on commémore le 20e anniversaire de la mort. Il s'agit bien sûr de Pierre Bourdieu, dans la filiation duquel vous vous inscrivez aussi. Cette formule, c'est « Si le monde m'est supportable, c'est parce que je peux m'indigner ». Bonjour, déjà, merci beaucoup pour votre invitation. C'est vrai que moi, la figure de Bourdieu, c'est une figure à laquelle je suis très attaché. Je pense que dans le cadre de ma formation intellectuelle, les 2 auteurs qui ont vraiment le plus compté, ça a été Foucault d'un côté et puis Bourdieu de l'autre, notamment sur la question de la puissance et la déstabilisation intrinsèque au savoir du monde social que porte la sociologie et notamment la sociologie bourdieusienne. Et paradoxalement, c'est pas une phrase dans laquelle je me retrouverai beaucoup. Moi, je pense qu'en fond, cultiver une certaine forme d'insupportabilité du monde est la chose la plus importante quand on s'engage dans une pratique de véridiction. Et qu'il y a une certaine manière de penser le monde, d'aller au bout de la radicalité, de la pensée de comment le monde fonctionne, de jusqu'où il va dans sa cruauté, dans sa méchanceté, dans sa mauvaiseté, etc., qui fait que paradoxalement, on le rend de moins en moins supportable. Et qu'un des grands problèmes, en vérité, qui se pose à toute activité que moi j'appellerais pas critique, mais oppositionnelle, c'est quand est-ce qu'on l'arrête pour arrêter d'aller au bout d'une forme de sacrifice de soi ou de fait d'être en colère en permanence ou le fait d'étouffer ou de suffoquer dans le monde social quand on voit son injustice, quand on voit l'injustice étant trop faible, quand on voit son caractère de prédation, de mutilation, d'exposition des corps à la souffrance, de mensonges des forces dominantes par rapport à leur vérité objective, etc. Et donc paradoxalement, je pourrais en fait un peu dire l'opposé. Et je dirais que le monde devient supportable quand on accepte de mentir un peu par rapport au monde et à prendre des moments de repos par rapport au travail de l'objectivation. Ça peut être dans les moments de détente, dans les moments où on va regarder des films, du divertissement, de l'amitié, de l'amour, des petits coins d'intimité comme ça, dans lesquels on suspend un peu l'activité critique, où on accepte un peu de mensonge à soi, qui rend le monde supportable en vérité, mais qu'une grande partie de ce qu'on pourrait dire la conséquence de l'activité de savoir,
c'est de rendre le monde de moins en moins supportable, de moins en moins acceptable en vérité. D'où la question qui va se poser, c'est jusqu'où est-ce qu'une activité oppositionnelle de pensée ne va pas se mutiler en faisant qu'on est paralysé tellement on est en colère ou tellement on est indigné, et comment est-ce qu'on peut essayer de contrôler ses affects, etc., pour pouvoir quand même lutter, même si on sait qu'on ne luttera jamais contre tout, qu'on ne réussira pas tout, et ne pas être étouffé par un poids de responsabilité tellement forte qu'à la fin on en est paralysé. Et donc paradoxalement, contrairement à ce que dirait Bourdieu dans cette phrase, en vérité, moi, l'indignation est liée au caractère d'insupportabilité du monde. Et c'est plutôt dans le retrait de l'activité de connaissance qu'on peut trouver des moments où on peut supporter un peu de vivre. En tout cas, ça nous permet d'emblée d'envisager cette question de justice, justement, et d'injustice qui est au cœur de votre réflexion, qui anime votre réflexion et qui vous permet, alors ça, c'est vous qui le dites assez souvent, et c'est une belle formule pour le coup, de débloquer notre imaginaire politique. Alors cette question de la justice, elle est au cœur aussi de cette réédition du texte de Thoreau, La désobéissance civile, un texte qui a été lu, relu et commenté, et donc dont vous signez la préface. Et vous, il vous intéresse parce qu'il nous lance un défi. Alors comment vous comprenez l'acte de désobéir à travers ce texte de Thoreau? En effet, moi j'ai été très 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 intéressé. En fait, c'est mon éditeur qui m'a proposé de faire une préface au texte de Thoreau, La désobéissance civile, parce que dans le livre précédent qui s'appelait La conscience politique, je faisais une forme de critique de l'idée de désobéissante et de la catégorie de désobéissance, en disant que en fait, c'est une catégorie qu'on utilise souvent pour nommer les mouvements dissidents et parfois leur rendre hommage, par exemple Snowden et les désobéisseurs civils, etc. Mais qu'en fait, très souvent, c'est une catégorie dont on peut dire qu'elle est mythologique politiquement parce qu'elle présuppose l'inclusion du sujet politique dans l'ordre légal et son obligation à obéir. En vérité, vous pouvez désobéir à une loi que si vous auriez dû y obéir, et que donc, paradoxalement, si vous désobéissez, vous reconnaissez implicitement que vous auriez dû obéir à la loi vous concerne, que l'État a un pouvoir sur vous. Et donc, en fait, dans le moment même où vous vous construisez comme sujet dissident, vous vous construisez comme sujet qui aurait dû quelque chose à l'État, qui devrait lui obéir. Alors que je pense qu'une analyse objective des phénomènes politiques nous montre que la loi nous venant de l'extérieur, par des phénomènes d'appropriation, de capture à l'origine, notamment par la naissance d'imposition forcée, de cohabitation, nous ne devons rien à la loi, et donc nous ne désobéissons pas à la loi quand nous agissons différemment de ce qu'elle nous commande. En fait, nous imposons notre volonté à d'autres qui veulent nous imposer une autre volonté, et c'est beaucoup plus un conflit de souveraineté, une guerre en fait, que quelque chose de l'ordre de la désobéissance. Donc mon éditrice, ayant vu que j'avais réfléchi de façon critique sur la catégorie de désobéissance, m'a proposé de relire le texte de Thoreau. Et en fait, en le relisant, j'étais très très frappé par le fait que ce que fait Thoreau n'est pratiquement pas une théorie de la désobéissance. En vérité, c'est une théorie du retrait de l'État. C'est comment est-ce que je peux sortir d'un État que je trouve dégueulasse parce que du temps de Thoreau, il subventionne l'esclavage. Donc en fait, de quelle manière est-ce que mes impôts contribuent à favoriser un monde que je ne veux pas, en m'obligeant à le faire par l'impôt qui est forcé en vérité. Et Thoreau, en fait, ce qu'il va dire dans son texte, et c'est beaucoup plus puissant que ça, il va dire, est-ce qu'on peut considérer que ce qu'on appelle la démocratie est la fin de l'histoire politique? Je pense que l'une des questions importantes qui se pose à nous aujourd'hui, c'est que la démocratie nous apparaît un peu comme la forme politique dont il n'y a pas d'au-delà. Et nous utilisons le mot démocratie comme une forme de signifiant toujours positif. Quand on critique dans l'état dans lequel on dit toujours qu'il n'est pas assez démocratique. Quand on appelle à quelque chose, on dit qu'on voudrait que quelque chose soit plus démocratique. C'est toujours l'idée de non-démocratie qui nous apparaît comme un problème. Et donc, on va ériger toujours l'idéal démocratique comme la fin de l'histoire, en fait. Et c'est assez courant qu'en fait, les hommes ont l'impression de dire la fin de l'histoire et ne peuvent pas penser à un au-delà. Et en fait, Thoreau, écrivant au début de la démocratie, écrivant au début où naît cette forme politique très particulière, lui est pas encore dans l'adhésion pure à cette forme et donc se pose la question, est-ce qu'on doit adhérer au mythe démocratique et est-ce qu'on doit être favorable aux institutions démocratiques? Et il va dire, en fait, si je crois que ce qui est important dans la vie, c'est la justice, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que les gens soient moins exposés à la souffrance, à la prédation, à la captation, que prend la forme pour lui de l'esclavage, jusqu'où prendre au sérieux l'idée que ce à quoi je dois quelque chose, c'est la justice, me pousse à être en dissidence avec l'ensemble des mythes de ce qu'on appelle la démocratie occidentale. Donc, par exemple, il va dire l'obéissance à la loi n'a aucune valeur, on peut obéir à une loi injuste, et donc si jamais je suis pour la justice, je peux très bien être amené à m'écarter de ce qui est posé comme loi. Le vote, par exemple, il n'y a aucune raison que le jeu électoral, etc., favorise les décisions justes. Donc, au nom des décisions justes, il n'y a aucune raison de reconnaître le vote comme légitime. Le principe majoritaire, il n'y a aucune raison qu'une majorité soit plus sage, dit-il, qu'une seule personne. D'ailleurs, il dit une personne juste devrait être considérée comme la majorité d'une personne. Donc, on pourrait très bien imaginer une personne qui imposerait sa volonté à tout le monde au nom de la justice, etc. Et donc, en fait, quand on pousse l'idée selon laquelle ce qui compte dans le monde social, c'est de faire régner un ordre plus juste, et qu'on se donne la justice et la vie, en vérité, la protection des forces de la vie, comme principe d'action et comme principe de pensée, on est amené à mettre en question
l'ensemble des mythes qui fondent ce qu'on appelle les démocraties, et donc à imaginer une autre forme politique qui serait au-delà de la démocratie. Et le texte de Soro, pour moi, et qui est, à mon avis, notre mission, en vérité, aujourd'hui, c'est d'inventer des formes de gouvernement qui pourraient se situer au-delà de ce qu'on appelle la démocratie. Effectivement, c'est un raisonnement que vous poursuivez en posant la question jusqu'où faut-il aller à partir du moment où on croit à la justice et on veut se battre pour elle. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est ne pas stopper les raisonnements au moment où ça nous amène à être en confrontation avec ce qu'on fétichise comme les formes politiques indépassables. Je veux dire, si jamais une pensée intégrale de la justice, ce que moi j'appellerais un vitalisme ou un substantialisme intégral, nous appose à nous mettre en dissidence avec l'organisation contemporaine des systèmes politiques, une grande partie des théoriciens politiques vont avoir tendance à stopper le raisonnement en disant « mais on ne peut pas arrêter le vote, mais on ne peut pas arrêter le Parlement, mais on ne peut pas arrêter le principe majoritaire, on ne peut pas l'idée de liberté d'expression, on ne peut pas arrêter l'idée de liberté formelle, etc., parce que ce serait une régression, rentrer dans le totalitarisme, je ne sais pas quoi. » Et donc, ils vont arrêter le raisonnement en fétichisant les formes actuelles. Et moi, je crois qu'au contraire, le but qu'on pourrait se fixer, c'est jusqu'où nous entraîne une pensée intégrale de la justice et d'un ordre politique concret juste. Et si cela doit nous emmener vers une dissidence avec la manière dont les systèmes politiques et les valeurs qui les fondent sont organisées et instituées dans nos cerveaux, alors il faut aller jusqu'au bout, jusqu'au moment où, justement, on va se sentir un peu dérangé, parce que la pensée, elle compte au moment où elle dérange. Elle compte pas au moment où elle ratifie les formes installées, elle n'est pas importante si jamais elle s'arrête au moment où ça devient intéressant, mais elle est importante au moment où elle nous oblige à nous décaler par rapport à nous. C'est tout ce travail effectivement que vous faites au niveau des catégories de pensée et d'action, des catégories collectives qu'il faudrait repenser. Et vous faites, on a parlé des lanceurs d'alerte, vous faites des lanceurs d'alerte, des archétypes de cet art de se révolter, qui est l'art de désobéir. Vous en avez même écrit un très beau texte. Donc, ils représentent une nouvelle forme de contestation des pouvoirs de l'État, mais en même temps, ils subissent une répression féroce, comme on le voit actuellement avec Julian Assange. En une et en gros caractère, la plus grosse fuite depuis la guerre du Vietnam. Le quotidien britannique en fait 14 pages et Der Spiegel en Allemagne 17. Les deux titres s'appuient sur Wikileaks. Ce site internet publie aujourd'hui des dizaines de milliers d'archives militaires remontant jusqu'en 2004. L'homme, responsable du site, n'hésite pas à parler de sale guerre. C'est à une cour de décider clairement si en fin de compte c'est un crime. Mais de prime abord, il apparaît qu'il y a des preuves de crimes de guerre dans les documents. Et la question que moi j'ai voulu poser dans l'art de la révolte, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ces individus sont soumis à une répression aussi forte alors qu'en fait que des gens aient révélé des secrets, et les secrets d'État n'est pas une chose originale. Je veux dire, Daniel Ellsberg l'a fait sur les Pentagon Papers au moment de la guerre du Vietnam, les journalistes le font tous les jours. Donc au fond, le fait qu'on révèle des secrets d'État n'est pas quelque chose qui singularise ce qu'a fait Snowden, ce qu'a fait Chelsea Manning, ce qu'a fait Julian Assange par rapport à tout un ensemble d'autres gens qui le font tous les jours et qui n'ont pas subi cette répression, qui ont même pu être protégés par la loi en un sens. Donc la question que moi j'ai voulu poser, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer la répression que ces dissidents subissent si on ne peut pas l'expliquer par la nature de leur action. Et l'hypothèse que moi j'ai formulée, c'est qu'en fait, ce qui leur a été reproché, ça n'a pas été tellement ce qu'ils ont fait, mais c'est la manière dont ils l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait dans des formes qui déstabilisaient l'emprise que l'État exerce sur les formes traditionnelles de la contestation. En gros, les deux grandes formes qu'ont inventées Edward Snowden, Julian Assange et Chelsea Manning, c'était soit la fuite, c'est-à-dire au fait de refuser de comparaître devant la justice, de dire je divorce de mon État, je me donne le droit de ne pas comparaître devant la justice et d'être un citoyen autonome par rapport aux États. C'est Edward Snowden qui part en Russie, qui récuse sa nationalité en quelque sorte. C'est Julian Assange qui a passé sa vie à migrer, qui a été d'abord en Australie, puisqu'il était citoyen australien, puis en Allemagne, puis en Suède, puis en Angleterre, etc. Donc qui a pratiqué une forme comme ça de défi de la souveraineté des États. Et puis d'autre part, ça a été l'anonymat, tel que l'a incarné Wikileaks, qui était de dire je n'ai pas forcément à apparaître publiquement et à prendre le risque de la répression pour dénoncer des irrégularités, parce que c'est aux institutions qui sont défaillantes qui doivent être exposées et qui doivent subir le coup de ce qu'elles font, et pas l'agent dissident qui doit, en allant dans la rue ou en signant un article ou en signant des pétitions, s'exposer à la répression. Quand vous mettez en question la captation que l'État opère à travers l'idée de justice et l'apparition publique du sujet politique à travers la figure de l'anonymat, en fait, vous déstabilisez les formes traditionnelles de la contestation, l'idée d'apparition publique, l'idée de sacrifice, l'idée de peine, etc. Et au fond, vous mettez en question le sol sur lequel ce qu'on appelle les démocraties organisent la contestation acceptable. Vous devenez ce que moi j'ai appelé, reprenant une catégorie de Derrida, un voyou, c'est-à-dire, mais positivement, c'est-à-dire quelqu'un qui se veut externe à l'ordre juridique et donc l'on déstabilise le cœur. Et c'est cette espèce de capacité des individus à dire « je ne vais pas contester dans les formes traditionnelles de la contestation » qui ne leur est pas pardonné, et c'est pour ça que l'État déclenche une répression aussi féroce contre eux. C'est pour les réinscrire dans un système qu'ils ont voulu défaire.
Est-ce que donc ce serait cela aussi un au-delà de la démocratie, c'est-à-dire que ça révèle les dimensions non démocratiques à l'œuvre dans ce que l'on considère traditionnellement comme les valeurs de la démocratie? Non, ça révèle la démocratie, justement. Quand on dit que c'est des formes non démocratiques à l'œuvre dans la démocratie, on sauve l'idée démocratique en pensant que la démocratie, ce serait pas ça. Mais ce qui est très intéressant, justement, avec des figures comme Julian Assange ou Edward Snowden, c'est que ce sont des gens, et c'est pour ça qu'ils m'ont intéressé, qui se situent un peu à la fin de l'histoire politique. C'est des hommes blancs, dominants, dans des grands États qu'on appellera démocratiques. C'est l'Australie, c'est l'Angleterre, c'est les États-Unis, c'est le free speech, c'est la protection de la liberté de l'express. Donc on est un peu à la fin de l'histoire, et précisément, ce sont ces valeurs-là qu'on utilise en général pour juger les autres États, pour juger la Hongrie, pour juger la Russie, pour juger la Turquie, pour juger l'Argentine. Et on va prendre le modèle des démocraties libérales comme étant le type de valeur à partir desquelles on va juger ces autres États. Pour ces individus qui sont citoyens de ces États-là, qui ont révélé des vérités, que ce soit ou des crimes ou des choses intolérables publiquement, sont malgré tout en prison et menacés ou de la peine de mort objective ou subjective ou d'incarcération à vie, ce qui est à peu près la même chose. Et alors qu'ils sont à la fin de l'histoire politique. Et donc, c'est un peu des dissidents qui n'ont pas de référent de ce que serait un au-delà politique, parce que si on a un dissident russe qui a révélé des choses contre Poutine et qui vient aux États-Unis, on peut lui offrir un régime politique dont on sait qu'il est différent du régime russe. Mais si vous vous situez au cœur des États-Unis ou au cœur de l'Angleterre et que vous êtes en prison pour avoir révélé des secrets d'État, alors ça montre qu'il faut inventer quelque chose d'autre de ce qu'on appelle la démocratie. Et c'est bien en fait des dissidents de la démocratie qui est en jeu. Et il ne s'agit pas de réaffirmer les valeurs démocratiques. Il s'agit de dire c'est les démocraties qui permettent ça. C'est la démocratie qui est en train de tuer Julian Assange ou de condamner à l'exil Edward Snowden. Et donc c'est bien quelque chose d'autre qu'il faut inventer pour protéger ce type de vie-là. On voit aujourd'hui émerger de nouvelles formes d'action collective, en tout cas des formes de mobilisation qui connaissent un regain de popularité ces derniers mois. Et un domaine qui illustre cette tendance, c'est celui de l'urgence écologique. On le voit avec la démultiplication des collectifs de défense dans l'environnement, faucher des champs d'OGM, accueillir des migrants chez soi. Voilà, c'est tout un panel d'actions qui relève de la désobéissance civile, d'une certaine manière, de l'action directe parfois. Comment vous jugez ces nouvelles actions ? Oui, alors de fait, alors moi, je n'emploierais pas le mot de désobéissance civile pour la question que je viens de dire. Je ne pense pas que ce soit de la désobéissance, je pense que c'est de l'action. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des individus qui veulent imposer comme loi leur volonté particulière contre d'autres individus qui veulent imposer leur loi comme volonté particulière, qui s'appellent les gouvernants. Dans le livre La conscience politique, je dis qu'au fait, il y a Max Weinreich, qui est un grand linguiste, qui disait qu'une langue, c'est un dialecte avec une armée. Et moi, je dis de la même manière, une loi, c'est une volonté particulière avec une police. En vérité, ça n'est rien d'autre qu'une volonté particulière avec une police. Donc, quand vous agissez directement, quand vous logez des migrants, quand vous affrétez des bateaux, quand vous libérez des animaux comme de Sons of Libération Animale, quand vous policez la police comme le Black Panther Party, quand vous fauchez des OGM, en fait, vous n'êtes pas en train de désobéir, vous êtes en train d'imposer le monde dans lequel vous voulez vivre, d'imposer comme loi votre volonté particulière contre d'autres qui veulent imposer leur loi comme volonté particulière. Et la résolution se fait par qui dispose de l'appareil répressif d'État, en vérité, qui est la police et la justice de ce point de vue-là. Cela étant dit, ce point étant fait, je crois qu'effectivement, tout ce qui est action directe est toujours positif du point de vue de l'action politique, puisque le grand problème de l'action politique que j'ai souligné dans le livre « Sortir de notre impuissance politique », qui est en fait de quelle manière est-ce qu'on peut essayer de sortir du rituel politique, de la politique comme spectacle, de la politique comme happening, de la politique où on se fait plaisir à soi-même comme militant, et qui très souvent consiste à privilégier des formes expressives, comme la manifestation par exemple, et des formes réactives par lesquelles on réagit à la temporalité des dominants, ou par lesquelles on ne fait qu'aller dans la rue quand les dominants proposent quelque chose ou essayent d'imposer quelque chose. Et à ces formes expressives réactives dont la manifestation est l'une des formes les plus exacerbées ces dernières années. On va dans la rue contre la loi travail, contre le plan Juppé, contre le CPE, contre la réforme des retraites, donc c'est contre. Et en fait, on fait très peu de manifestations pour quelque chose en vérité. L'action directe est un type d'action qui est une action déjà, c'est-à-dire que si c'est fait, c'est déjà quelque chose de pris. C'est quand vous libérez un animal, quand vous fauchez un champ d'OGM, quand vous affrétez un bateau qui va repêcher des migrants, c'est des vies sauvées, donc c'est déjà passé quelque chose. Et puis d'autre part, vous avez initié une nouvelle forme de légalité pratique dans le monde qui oblige l'État à réagir. Et c'est l'État qui est mis sous la défensive, c'est l'État qui est obligé de réagir à vous. Depuis le 6 juillet, le principe de fraternité a été mis dans la Constitution grâce à mes avocats. Ce que ça va changer, c'est que nous pourrons continuer à aider sur le territoire français. Le petit bémol, c'est que le passage de frontières reste toujours illégal et on devra aller justifier devant des tribunaux pour expliquer pourquoi on fait ça, expliquer à des très des gens pourquoi on fait passer des frontières. Et au pire, si vous perdez, il ne s'est rien passé par rapport à l'ordre antérieur des rapports de pouvoir qui sont restés les mêmes, mais il s'est au moins passé la petite avancée concrète que vous avez faite. Et donc, pas paradoxalement, mais de fait, l'action directe est toujours positive du point de vue de l'efficacité politique parce qu'elle fait le temps politique, parce qu'elle agit et parce qu'elle oblige l'État à réagir. Et quand vous obligez l'État à réagir,
très souvent, c'est comme ça que vous arrivez à obtenir des conquêtes, en vérité, parce que l'État va céder peu à peu du terrain. On l'a vu avec Cédric Herrou, par exemple, lorsqu'il a pris les migrants, qu'il a accueillis, qu'il a amenés chez le médecin, qu'il a éduqués, etc. Et bien, la conséquence de ça, c'est qu'avec une guérilla juridique qui est venue seconder son action pratique, il a obtenu quand même au Conseil constitutionnel la constitutionnalisation du principe de fraternité et le cassage du délit de solidarité, c'est-à-dire qu'il a obligé l'État à reculer et il a gagné de l'espace politique et de la liberté et de la justice. Et donc, de ce point de vue-là, l'action directe est pour moi un modèle, en vérité, pour les mouvements de gauche, pour les mouvements progressistes, c'est-à-dire de partir de la loi telle qu'on voudrait qu'elle soit à l'œuvre, de type de légalité pratique qu'on voudrait mettre en œuvre, et essayer d'agir pour imposer l'État à y réagir. Et si l'État réagit, il sera toujours un peu amené à céder du terrain. Alors vous dites que c'est un modèle effectivement pour les forces de gauche. Vous citiez votre livre Sortir de l'impuissance politique. C'est un livre dans lequel vous posez la question lancinante des luttes sociales et ce quinquennat en a été riche. Hein, on va en parler. Vous demandez en fait pourquoi ces luttes sociales déclinent depuis plus de 20 ans. Et alors effectivement, l'action directe est toujours une action positive. Néanmoins, ces luttes-là déclinent et n'aboutissent pas. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous délivrer un peu votre analyse? Alors, je pense que moi, ce qui me rend peu pessimiste, c'est que l'un des paradoxes des forces progressistes, et qui ont toujours tendance à se penser de ce point de vue-là comme faibles, c'est qu'elles ne prennent pas en compte la temporalité politique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la politique, c'est du temps et c'est pratiquement uniquement de la biographie, j'allais dire, c'est-à-dire qui arrive à conquérir les cerveaux des jeunes et qui arrive à faire en sorte que ceux qui arriveront dans des positions de pouvoir dans 20 ou 30 ans auront un logiciel politique ou programmatique différent. À partir du moment où vous agissez politiquement aujourd'hui, vous n'allez pas changer le cerveau des dominants d'aujourd'hui. Vous n'allez pas changer le cerveau de Macron, vous n'allez pas changer le cerveau de Yannick Jadot, vous n'allez pas changer le cerveau de Bernard Cazeneuve ou de Darmanin. Leur cerveau a été formé il y a 20 ans. Et ça m'est arrivé de dire, et je pense que c'est vrai, c'est que, en fait, vu que leur cerveau a été fondé dans les années 80, formé dans les écoles de pouvoir dans les années 80, en fait, aujourd'hui, nous vivons dans les années 80. C'est-à-dire, ce qui nous est appliqué, c'est un type de représentation politique et un type de programme et un type d'éducation et d'instruction des futures élites, en quelque sorte, qui a été formé dans les années 80 et qui nous applique aujourd'hui. Nous verrons les résultats de ce que nous faisons aujourd'hui par notamment des actions directes et de la subjectivation politique des jeunes, notamment avec Youth for Climate, etc. If that system is preventing you from taking real good care of this planet, it's a wrong system. So change the system. Don't just close your eyes for it and take it as it is. No, we don't owe anyone anything. Les gens qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans aujourd'hui, dans 20 ans, quand ces gens accéderont aux positions de pouvoir, quand ils voteront, quand ils infiltreront les appareils de pouvoir. Et donc nous vivrons aujourd'hui dans 20 ans, en quelque sorte. Et c'est cet écart entre le moment de l'action et les résultats de l'action qui fait penser qu'on stagne. Parce qu'effectivement, on ne peut pas changer le temps, les cerveaux immédiatement. Il faut du temps, c'est une action longue, c'est une action de long terme, c'est une action qui doit porter sur les écoles de pouvoir, sur les programmes scolaires, sur ce que j'appelle le pratico-inerte, sur les habitus, sur les représentations, etc. Et ce type d'action-là, il s'inscrit dans le temps long, mais comme on pense en termes d'urgence, on voudrait que les résultats soient immédiats, et donc on a le sentiment de stagner, alors qu'en fait, on est en train de produire des effets, mais qui mettront 10, 15, 20 ans à apparaître. Et c'est cet écart entre moment de l'action et moment du résultat qui nous fait en permanence croire qu'on est dans la régression, et c'est d'autant plus important, ou la stagnation, de le penser comme ça, que l'urgence peut nous conduire à des effets contre-productifs parce que ça va nous conduire très souvent à nous mettre dans des circuits d'adresse aux dominants, ou dans la temporalité des dominants, ou dans l'espace de la visibilité médiatique, qui sont des moments du présent, qui vont en fait nous piéger parce que nous allons perdre beaucoup d'énergie à essayer de convaincre Macron de changer alors qu'il ne changera jamais, plutôt que de mettre de l'énergie avec des actions qui peuvent être moins visibles, moins spontanément perçues comme efficaces, comme l'adresse aux facultés, l'adresse aux lycéens, la construction des mouvements de jeunesse, l'éducation populaire, etc., qui sont des petits effets comme ça, des graines semées un peu partout, mais qui en fait, dans 20 ans, pourront produire des effets très puissants. Et il faut un peu savoir abandonner la confrontation avec l'appareil d'État, avec les circuits d'adresse institués, avec les dominants, pour pouvoir fonder notre temporalité politique de manière autonome, nos registres d'adresse de manière autonome, les nouveaux types de réseaux sociaux, etc. Et c'est comme ça qu'on pourra produire des effets. Et il y a une jeunesse quand même qui est assez conservatrice. Enfin, on le voit aussi dans certaines universités, dans certaines écoles. Vous pensez aussi que sur le long terme, c'est une jeunesse qui peut être sensible à cette action-là, à ces actions sur le long cours que vous soulignez là? Non, mais il y a évidemment une jeunesse de droite et il y aura toujours des conflits. Il n'y a pas de société sans conflit. Mais en même temps, moi, je crois beaucoup à l'idée selon laquelle il y a quand même un rapport entre l'émancipation et la vérité. C'est-à-dire qu'au fond, si vous faites rentrer les gens assez tôt dans le domaine de la discussion politique, dans le domaine de la réflexion, dans le domaine de la prise de conscience de comment fonctionne le monde,
vous êtes quand même plutôt prédisposé à fabriquer des gens qui vont être prédisposés à être plutôt à gauche ou progressistes. Et donc c'est pour ça que je suis très très favorable à la diminution de l'âge de vote, par exemple, à faire rentrer les gens le plus tôt possible dans la temporalité politique, d'intervenir dans les lycées ou dans les collèges, etc. Parce que je pense que quand même, il y a un moment où les cerveaux sont trop vite façonnés, ils sont fermés, ils sont bloqués, vous ne pourrez pas changer les gens, les habitudes mentales sont trop fortement ancrées pour pouvoir transformer, et que c'est quand même du côté de ceux qui ont encore une forme de malléabilité intellectuelle qui est liée à la jeunesse ou à des positions de porte-à-faux dans les champs, parce que la jeunesse en sociologie est définie de façon structurelle par le fait de ne pas être particulièrement encore intégré dans une position de pouvoir. Donc vous pouvez être jeune âgé, si vous êtes précaire dans la fac, par exemple, vous êtes encore jeune d'une certaine manière. C'est ce type de disposition-là, quand même, très souvent, à une disposition à la délibération, à la vérité et donc à la transformation. Moi, je le crois, ça quand même. Et vous dites, bon, c'est quand même une adresse aussi, en tout cas, un encouragement aux forces de gauche, voilà, renouveler les modes d'action, repenser les catégories et ne pas rechigner, comme vous venez de le dire, à infiltrer les lieux de pouvoir, d'éducation. Voilà, donc c'est une critique que vous adressez à la gauche qui est, disons, un peu écrasé par le macronisme, qui supporte difficilement la contestation. Quel bilan vous faites, vous, du quinquennat ? Enfin, c'est une question un peu vague, mais on va dire des gilets jaunes à McKinsey. Ou qu'est-ce que vous retenez du macronisme ? Comment vous le définissez ? Est-ce que c'est une tendance autoritaire, voilà, qui vous marque le plus ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Je pense qu'il y a deux choses, en vérité, qui moi, me frapperaient. La première, ce serait de concevoir d'abord le macronisme comme étant une droite traditionnelle. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été trop sensible à ceux qui ont pu assimiler ça au fascisme, à des choses comme ça. Je pense que là, que le macronisme n'est pas un fascisme. Ça, je pense que c'est important de le dire. Je pense que Macron appartient à une forme de traditionnelle de la bourgeoisie, de province, entre les milieux d'affaires, les milieux de la haute administration, avec le conservatisme qui va avec ça, le rapport à la culture, à l'autoritarisme, à la bourgeoisie de province, etc. Je pense que vous comprenez très bien Macron si vous lisez Balzac, et vous n'avez pas besoin de le penser comme un novateur. J'ai été très frappé par le fait que très souvent les gens voulaient absolument penser qu'il y avait une nouveauté du macronisme, lui accordant un peu ce qu'il demande, et dès qu'il a inventé quelque chose, alors qu'en fait c'est la bourgeoisie de province, autoritaire, banquière, traditionnelle, dans son rapport aux pauvres, aux fainéants. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Je ne l'ai pas fait avec l'esprit de polémique, mais on ne peut pas faire avancer notre pays si on ne dit pas les choses en vérité. À l'énergie privée, etc., etc. Donc en gros, moi, j'ai pas vu de grandes nouveautés politiques dans le macronisme. Cela étant dit, ce qui m'a quand même frappé ces derniers mois notamment, c'est qu'il y a quand même quelque chose dans le macronisme qui est un peu particulier, c'est que ce n'est pas un libéralisme politique du tout, c'est vraiment de plus en plus un organicisme, c'est-à-dire, et la formule En Marche le disait, c'est-à-dire qu'il y a une forme de captation de l'État autour de qui est conforme au projet politique défini par le macronisme, qui marche dans cette direction, et le reste sont vus comme des séparatistes qu'il faut dissoudre. Et ça, on l'a vu, par exemple, il y a eu des propositions de loi, par exemple, alors qui ont été abandonnées, mais qui montrent quand même des tendances dans l'esprit de la mise de l'éducation nationale, ou plutôt de l'enseignement supérieur, qui voulait que les enseignants prêtent allégeance aux valeurs de la République, et donc on ne pourrait plus enseigner des choses qui seraient contraires aux valeurs de la République, donc enseigner l'abolition de la propriété, par exemple, des choses comme ça aurait devenu passible de radiation, en vérité. Donc c'est-à-dire que vous avez une forme de socle de discours qui sont considérés comme ce qui est acceptable, et le reste, les gens doivent être dissous de toute forme de présence publique, ou que l'État même pourrait les payer. Et puis ces derniers temps, quand même, vous avez une tendance assez forte chez le macronisme de dissoudre tout un ensemble d'associations, des associations comme le CCIF, etc., accusées de rapport à l'islam, à l'islamisme, etc. Et puis des associations de gauche, aujourd'hui, comme le GAL, un mouvement fasciste lyonnais, parce que comme il a appelé à des manifestations, ou comme il a dit dans un post Facebook « Feu à la prison », qui est un slogan classique de la gauche un peu radicale, est vu comme incitant à l'émeute, etc., et donc veut dissoudre les groupes de gauche. Et donc il y a une espèce de tentation dans le macronisme aujourd'hui de plus en plus d'être une forme d'organicisme extrêmement problématique du point de vue des libertés publiques et libertés fondamentales, et qui assume en fait d'être en guerre contre tout ce qui peut représenter une forme de critique de l'État, critique de la violence d'État, critique de la loi, critique de l'ordre politique tel qu'il est fait, et qui instrumentalise en vérité l'idée de loi pour mener la guerre à tout ce qui pourrait mener la guerre à la guerre qui mène. Parce qu'il y a quand même un truc quand même qui est important dans le macronisme, moi il me semble, et que je l'ai vu là, c'est que il faut penser la politique de façon assez radicale en fait pour comprendre sa vérité. Il y a un livre que j'ai lu récemment de Göran Thorborn, qui est un sociologue suédois, qui s'appelle The Killing Fields of Inequality, donc les champs meurtriers de l'inégalité, où il dit, quand on peut penser les inégalités, c'est un mot quand même faible, il faut penser ça en termes de politique de la vie et de la mort, c'est-à-dire qui meurt et qui vit, quoi. C'est-à-dire, en fait, quand vous regardez les conséquences concrètes des mesures politiques, c'est des effets sur les corps, sur les espérances de vie, c'est des effets sur des corps mutilés, des corps exposés à la mort. Il dit, par exemple, entre
1990 et 2008, je crois, aux États-Unis, donc sous l'ère Bush, en gros, vous avez eu une diminution de l'espérance de vie des hommes blancs sous-diplômés de 3 ans, par exemple. Des femmes sous-diplômées de 5 ans. Vous avez eu une baisse de l'espérance de vie des Noirs de 12 ans. Vous avez des écarts d'espérance de vie entre les Noirs et Blancs aux États-Unis qui sont plus grands que l'espérance de vie entre les États-Unis et la Bolivie, par exemple. Il dit, par exemple, quelque chose de très frappant. Il dit que les deux événements qui, dans le monde, ont produit le plus grande baisse à la fois d'espérance de vie et de morts concrets au XXe siècle, hors les guerres, c'est l'épidémie de sida, d'une part, et c'est l'imposition du capitalisme sauvage après le démantèlement de l'URSS, où les hommes russes, ukrainiens, polonais, etc., ont perdu des espérances de vie de hauteur de 8 ans en quelques années, et entre 89 et 95, vous avez eu 4 millions de morts, par exemple, de supplémentaires. Et ce que va dire Göran Thiebaud de très, très puissant quand même, c'est-à-dire quand vous avez des morts organisées par des décisions politiques, comme par exemple sous le stalinisme, on va dire les crimes du stalinisme, mais quand vous avez des morts qui sont produits par l'imposition d'un capitalisme brutal, dérégulé, comme dans l'ex-URSS, vous n'allez pas dire les crimes du capitalisme. Vous n'allez pas penser comme des crimes ou comme une guerre qui est menée, alors que vous avez bien des corps qui sont exposés à la mutilation, à la mort, et des corps qui sont protégés de cette mutilation et même qui en vivent. Et donc, quand vous avez des gens qu'on envoie au front ou qu'on se donne le pouvoir de tuer au nom d'une idéologie économique, etc., vous pouvez bien penser ça comme une guerre. Et quand on voit que le programme du macronisme, quand même, que Macron, quand il annonce son programme, il annonce 2 mesures. La première, c'est le RSA ou forcer les gens au travail. Et la deuxième, c'est la retraite à 65 ans, dont on sait qu'un quart des pauvres meurent avant 60 ans. En vérité, qu'il ait envie de le faire, c'est une chose, mais que ce soit son programme. C'est son but dans la vie. C'est un but de guerre économique et sociale, avec des gens qui vont être mis à mort ou qui vont être mutilés. Et il faut le penser comme une guerre. Peut-être que c'est une guerre qui produira plus de morts que des guerres dont on parle comme des guerres, comme la guerre en Ukraine, j'en sais rien. On n'en sait rien. À long terme, combien de gens vont mourir, combien de gens vont mourir prématurément, combien de gens vont être exposés à la souffrance, vont être mutilés dans leur corps. Pour moi, c'est des crimes, c'est des victimes de guerre sociale et de victimes de guerre économique, en face de laquelle on peut avoir strictement aucune neutralité et par rapport auquel il faut avoir une forme de révolte très, 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 très grande. Et donc, je pense que on a trop tendance à déviolentiser les choix politiques qui sont faits par des gens comme ça, parce que si on pense en termes de mort, d'exposition à la mort, les résultats, ils sont quand même barbares. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous conduit à être très critique face à l'échec de la stratégie d'union de la gauche, parce que vous rappelez que effectivement la politique, ce n'est pas un jeu électoral médiatique. Mais avant cela, je voulais juste avoir une petite réaction. De plus en plus de voix s'élèvent pour critiquer la tacite reconduction d'Emmanuel Macron sans débat sur fond de guerre en Ukraine. Une tribune a circulé ces derniers jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une question importante ou Non, moi je trouve que c'est pas du tout une question importante. Déjà, c'est une tribune qui avait le côté bizarre de demander à ce qu'on entende plus Macron. Donc il fallait plus l'entendre. Il fallait beaucoup plus l'entendre sur les plateaux pour plus parler avec lui, plus discuter avec lui. Donc déjà, c'est bizarre d'appeler à plus entendre Macron. Déjà, ça me semble un tout petit peu compliqué. Et puis en plus, ça repose sur une croyance dans le débat qui me semble vraiment complètement problématique. Et franchement, si le débat changeait quelque chose et si les débats télévisuels avaient un effet, ça se saurait. Sur le court terme ou sur le long terme. Et toute la sociologie électorale, en gros, a montré exactement le contraire. Et puis, de surcroît, ce type de représentation-là, elles font comme si le mandat politique, l'élection donnait une légitimité au gouvernement et que le gouvernement fonctionnait à la légitimité. Donc, en gros, s'il y a du débat, il y aurait de la délibération, donc il y aurait une opinion éclairée, donc le mandat sera légitime. Mais ça, c'est des mythes politiques absolus. Un gouvernant ne gouverne pas plus ou moins selon qu'il a plus ou moins de voix. Un gouvernant gouverne parce qu'il a le pouvoir et qu'il a la police. Et on sait, c'est pas dans les États où il n'y a pas de vote que les gens sont freinés dans leur tendance autoritaire, c'est plutôt l'inverse. Et donc, en vérité, ce type de discours-là, en vérité, il repose sur une reconduction des mythes politiques de la légitimation par le vote, qui est un pur mythe politique. Un vote, c'est un moment pas du tout de discussion, de délibération collective par lequel un peuple donne un mandat à quelqu'un. C'est un moment où nous tous, nous utilisons un acte petit qui est le vote pour nous approprier l'appareil d'État, pour imposer notre volonté à d'autres qui n'en veulent pas. Et c'est un geste cynique, un geste de guerre. Donc c'est important d'avoir... Donc de toute façon, il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de mandat. C'est ça que je veux dire. Je ne donne pas de mandat à Macron s'il est élu, même s'il y a un débat, même si je vote pour lui, contre lui, je ne lui donne pas de mandat. Il accapare l'appareil d'État, il m'impose sa volonté et personne ne donne un mandat à Macron. Voilà, au moins, ça a le mérite d'être clair. Alors, je reviens à notre discussion précédente concernant effectivement le jeu politique, qui n'est pas un jeu précisément, vous le rappelez, c'est pas un jeu électoral, c'est pas un jeu médiatique. Il y a des urgences, il y a des corps qui souffrent économiquement, socialement, écologiquement aussi. Et à quelques semaines du premier tour, vous avez publié un texte pour manifester votre incompréhension face à l'échec de la stratégie d'union, et en ligne de mire, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, qui semble un peu se satisfaire de l'idée d'être au second tour. Et ça, vous ne le comprenez pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que
le but d'une élection, c'est de la gagner. Voilà. Le principe qui doit nous gouverner, c'est que se présenter ne sert à rien. Le désir de passer à la télé pour faire 4, 5, 6% est complètement un effet de champ, en vérité politique, de visibilité, d'appareil, de mobiliser ses militants, etc., mais qui est contraire avec l'idée de politique comme responsabilité face à la guerre et face aux gens qui souffrent. Donc quand il y a une élection qui est une occasion institutionnelle qui est offerte pour s'accaparer l'appareil d'État, il faut la saisir de façon cynique pour essayer de faire en sorte que nous pourrons au maximum freiner les forces de la destruction, de la prédation, pour essayer de rendre le monde le moins mauvais possible. De ce point de vue-là, en effet, je pense que le grand problème de la politique, des responsables politiques, des votants aussi, des militants, etc., c'est dans une forme de rituel du spectacle, dans une rituel de la croyance dans le vote, au lieu d'être hyper stratégique en vérité. C'est-à-dire quelles sont les possibilités objectives pour qu'aujourd'hui on puisse remporter l'appareil d'État et tout faire pour réussir. Et se donner un peu une forme de maximalisme des moyens, c'est-à-dire de tout faire, quitte à renoncer à des choses, quitte à parler à des gens avec qui on est fâché, quitte à revenir sur des choses qu'on a fait 2 mois avant, parce qu'il y a des gens qui ont dit on a proposé l'union il y a 2 mois, maintenant ils le veulent maintenant, tu dis tant pis, c'est comme ça, c'est tout, on oublie, on n'est pas obligé d'être des enfants. On peut être un peu des compromis plus que des compromis, programmatiques. on s'en fout de ce qui s'est passé il y a 2 mois, ce qu'il faut c'est être efficace et ce qu'il faut c'est gagner. Et effectivement, au moment où j'ai publié cette tribune, il y avait Anne Hidalgo qui avait proposé une primaire. Alors moi, j'étais contre l'idée de primaire, j'étais pour un programme d'alliance commun, plutôt sans le PS en vérité. Je pense pas que le PS soit un parti très important, et de toute façon, c'est un parti qui est plutôt conservateur, donc qui n'est pas très important du point de vue de la gauche, mais d'une énergie transformatrice entre une partie des Verts, entre le PC, entre la France Insoumise, le NPA. Qui peut dire qu'il n'y avait pas la possibilité de faire un programme puissant, avec des propositions fortes, incarnées par des gens qui auraient donné en plus cette idée d'alliance que beaucoup de gens à gauche veulent, donc aurait donné un petit coup en plus parce qu'on aurait fait quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, et qui sait ce que ça nous aurait permis de faire. Je dis pas que ça aurait forcément réussi, mais au moins on aurait pu le tenter, et ça aurait pu peut-être démultiplier les énergies, et je trouve que ne pas le faire au nom de « Ah mais on n'est pas d'accord sur ça », bah oui, c'est pour ça que vous n'êtes pas ensemble, donc c'est le principe même d'un accord de pas être d'accord, et de savoir qu'on n'est pas d'accord, et de ensuite essayer d'aller le plus loin possible dans ce qui aurait pu permettre de s'accaparer l'appareil d'État plutôt que de partir chacun de son côté, etc. Bon, ça n'a pas été le cas. Pour moi, c'est des attitudes irresponsables du point de vue si on pense en termes de guerre. C'est-à-dire qu'on a les mêmes qui vont dire par rapport à la guerre en Ukraine, la neutralité est impossible. Il y a un agresseur, un agressé, donc il faut absolument être d'un côté. Mais quand il s'agit de la guerre dans leur pays, la guerre interne, alors là, ils vont accepter d'être neutres ou de laisser la guerre se produire en faisant gagner le boucher par rapport à ceux qui essaient de résister au boucher. Donc ça, c'est absolument pas possible, aux barbares, etc. Ça, c'est absolument pas possible. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une responsabilité quand même des militants, des votants, des responsables politiques pour se donner l'ensemble des instruments pour soutenir les forces du progrès. Et l'accord commun, c'est pas fait, un programme commun, c'est pas fait. Bon, c'est une chose. Par rapport à la situation contemporaine, maintenant, à partir du moment où dans les sondages, dans la force politique de mobilisation, le vote Mélenchon apparaît comme le seul qui peut permettre de faire un second tour face à la droite, eh ben, je pense que c'est évidemment le vote à laquelle toute personne qui avait envie de voter pour quelqu'un d'autre et qui se définit comme du progrès doit donner son vote aujourd'hui. Vous dites la vérité de la politique, c'est la confrontation. Hein, ça, c'est important pour vous. Et néanmoins, alors effectivement, l'essentiel est bien sûr de gagner l'élection présidentielle, mais quand même être au second tour, l'ambition de Jean-Luc Mélenchon, ça peut aussi créer une dynamique. C'est quand même, je veux dire, du point de vue politique, c'est autre chose qu'avoir un énième duel Macron-Le Pen ou Macron-Zemmour, ou ça peut créer quelque chose, je veux dire, du point de vue des effets. Est-ce que ça peut créer une dynamique pour les forces progressistes, comme vous dites, contemporaines ? Alors, juste le fait d'être au second tour, de ce point de vue-là. Personnellement, j'aurais préféré qu'il y ait un programme commun, la tentative de quelque chose, et à mon avis, il y aurait une possibilité de gagner. Je pense qu'aujourd'hui, rationnellement, la possibilité d'un vote et d'une victoire de Mélenchon m'apparaît quasi nulle. Peut-être je me trompe, je ne sais pas me tromper. Maintenant, étant donné cette situation-là, la présence de Mélenchon au second tour, moi j'ai été assez convaincu par les gens qui ont dit que ça pourrait produire une rupture épistémologique sur les débats publics et peut-être produire des transformations dans quelques années ou dans quelques mois. Qu'effectivement, si jamais vous avez 2 semaines de campagne, vous n'avez que 2 candidats et que pour une fois, les thématiques, les points d'attaque vont pas être la question de l'immigration, de l'islam, de la police, etc., mais vont être la question de la retraite, de la sécurité sociale, de la jeunesse, de l'écologie, et de confronter le macronisme, ce type de thématique auquel il n'est jamais confronté. Est-ce que ça pourrait pas produire un basculement des subjectivités, un basculement des perceptions, un basculement des espérances, qui pourrait amener des gens vers la gauche alors qu'ils ont complètement renoncé parce qu'ils n'ont pas entendu ce discours, qu'ils n'ont pas entendu cet enthousiasme? Peut-être pas pour produire des effets là, mais pour les législatives et ensuite les municipales et ensuite les prochaines présidentielles.
Je suis plutôt sensible à cet argument. Je pense qu'en tout cas, il n'y a rien à perdre à l'essayer. Et que n'ayant rien à perdre à l'essayer, il faut accompagner au maximum la montée en puissance de l'Union populaire. Et alors, on le voit bien, je reviens à cette idée de confrontation et une question utilitariste qu'on retrouve beaucoup dans vos écrits. D'ailleurs, en tant qu'intellectuel aussi, vous considérez que vos productions sont des productions engagées. Oui. C'est des productions, comment vous les qualifierez, au-delà d'engagées, oppositionnelles, enfin... Alors moi, c'est vrai que je ne revendique pas la catégorie d'engagement parce que je pense qu'elle est tautologique. Comme je l'avais dit dans Penser dans un monde mauvais, je pense qu'à partir du moment où nous écrivons, où nous publions des biens symboliques, que ce soit des journalistes, des intellectuels, des artistes, peu importe, nous décidons de produire le monde, nous décidons de produire des affects, des connaissances ou des discours qui contribuent à la fabrication du monde, et nous sommes engagés dans le monde, par les formes que nous utilisons, par les concepts que nous mobilisons, par les discours que nous propageons. Et donc, il n'y a pas d'intellectuel non engagé. Donc, il n'y a pas d'intellectuel engagé, c'est la même chose, c'est une tautologie, être engagé à droite ou être engagé à la conservation des formes de la production académique ou être engagé à gauche, c'est être engagé. Et donc, l'intellectuel engagé est une catégorie, comment est-ce qu'on pourrait dire, tautologique. Ce que vous pouvez avoir, par contre, c'est de l'engagement contre l'engagement, c'est-à-dire des individus qui vont en fait prétendre à la neutralité pour faire des discours qui ne serviraient à rien ou des discours qui auraient une forme de neutralité axiologique, etc., mais qui sont en fait utiles à la reproduction du système, donc ils sont malgré tout complices de la reproduction du système et engagés à sa reproduction, mais dans une forme d'engagement contre l'engagement conscient de lui-même. Je pense que, donc moi je me définis pas du tout comme un intellectuel engagé, mais comme un sociologue et un philosophe. Voilà. Et le mot que j'ai forgé pour définir cette position-là, moi, en opposition avec le mot critique, qui me semble un mot problématique, parce qu'il y a des formes de critique que j'appelle dans mes livres fonctionnelles, c'est-à-dire des critiques qui font en fait reprendre des catégories qu'il faudrait mettre en question dans le moment même où on croit prendre en objet un système de pouvoir. L'exemple, par exemple, que je prends souvent, qui est la critique de la répression différentielle des illégalismes de la classe dominante ou de la classe dominée. Si on se contente de critiquer la justice en disant on punit différemment un clochard qui vole une baguette et un dominant qui fait de l'évasion fiscale, en fait, on produit une critique du système pénal, c'est vrai, mais en même temps, on ratifie le concept de répression qu'on n'interroge pas et on n'aurait rien à dire si la répression était égalitaire entre les dominants et les dominés. Et donc, en fait, c'est une critique qui ratifie l'idée de répression et qui ratifie la nécessité de la répression, donc qui fait fonctionner l'idée de répression dans le moment même où elle énonce une critique de l'application différentielle de la répression. Donc, c'est une critique que moi j'appelle fonctionnelle par rapport au système de la répression, à quoi j'oppose une critique oppositionnelle qui interrogerait l'idée même de répression. Et donc, moi, dans mes livres, j'essaie à chaque fois de prendre pour objet des systèmes de pouvoir, le système pénal, le système artistique, le système politique, etc., etc., et reconstruire l'ensemble des valeurs qui sont à l'œuvre dedans, celles qui se font passer pour critiques et celles qui sont conservatrices, et essayant de toutes les mettre en question en même temps, déploie une approche que j'appelle moi oppositionnelle par rapport au système qui essaie de l'attaquer au cœur pour le faire tomber, pour faire tomber surtout les effets de pouvoir qu'il exerce. D'ailleurs, vous dites à un moment donné dans Penser dans un monde mauvais que l'activité la plus mystérieuse à vos yeux, c'est quand même le désengagement. C'est de produire beaucoup d'énergie pour prouver qu'on se désengage. Oui, parce que c'est mystérieux parce que les gens, ils sont pas obligés d'écrire, de chercher, tout ça, de publier des articles et tout, on n'est pas obligé. Alors on produit, et puis il y a des gens qui meurent dans la Méditerranée, il y a des gens en prison, il y a des gens qui meurent à 60 ans de maladies professionnelles ou d'accidents du travail à 20 ans, etc. Donc, en gros, l'idée d'aller au bout du contenu éthique de cette pratique pour se dire de quelle manière est-ce que mes écrits peuvent aller le plus loin possible dans une forme d'authenticité par rapport à ma participation au monde et pour le rendre un peu moins mauvais et pour être un peu moins complice des systèmes de pouvoir qui s'exercent malgré moi ou que je vais produire malgré moi ou reproduire malgré moi de temps en temps et que je peux au maximum essayer de manœuvrer dans une direction un tout petit peu moins mauvaise. Bon, ça me paraît peut-être un peu la moindre des choses. Et alors, l'inverse, au contraire, qui consiste non seulement à écrire, mais à vouloir contenir les effets de son écriture pour, en fait, ne servir à rien. Ouais. Ou alors pour donc servir malgré soi à quelque chose en faisant comme si on ne le savait pas, c'est-à-dire à la reproduction souvent du système académique ou du système politique institué. Ça me paraît quand même évidemment le plus mystérieux. C'est-à-dire qu'est-ce qui est valorisant dans le fait de servir à rien et donc de servir aux valeurs dominantes en faisant croire qu'on ne sert à rien. Puisque une fois qu'on a déconstruit la valeur de neutralité, ce qui a quand même été fait maintenant de nombreuses fois, depuis Durkheim, l'école de Francfort, Bourdieu, etc., etc., Victor Hugo, même dans le domaine des écrivains, on peut même plus s'abriter du fait qu'on n'est pas au courant, que la neutralité est fausse, on le sait maintenant. Donc ça veut dire qu'on a une volonté de fausseté
une volonté de mensonge à soi qui est quand même beaucoup plus mystérieuse que le fait d'aller au bout d'une pratique éthique. Après, oui. Après, ça n'empêche pas les problématiques et les questionnements éthiques, justement, puisque vous rappelez l'interpellation duracienne, la honte de la littérature, et Sartre aussi, qu'est-ce qu'écrire dans un monde qui a faim. Oui. Donc ça pose quand même des questions en termes éthiques. Voilà, absolument. En vérité, à partir du moment où vous êtes un écrivain éthique, c'est pas un hasard si c'est Sartre, c'est Duras qui pose ces questions-là, ou Annie Ernaux, ou Édouard Louis aujourd'hui, etc. Qu'est-ce que c'est les formes d'écriture et les formes de présence dans l'espace public qui s'imposent à l'écrivain à partir du moment où il prend en compte de la mauvaiseté du monde et du fait que les formes en ce qui concerne l'art, d'esthétisation ou de fictionnalisation peuvent souvent être complices du mensonge par rapport à la dureté du monde. Voilà, ça, c'est effectivement des enjeux tout à fait fondamentaux. Alors, il y a quelques années, vous aviez publié, de nombreuses années, avec Édouard Louis, justement, une tribune qui appelait les intellectuels à se réengager, même si c'est un terme que vous problématisez, et vous les appeliez à se réengager parce que là, vous pointiez une offensive conservatrice au sein du champ académique, de l'université plus largement. Et aujourd'hui, à l'inverse, l'offensive est inversée, puisque académiquement, politiquement et médiatiquement, des attaques contre l'université aujourd'hui que l'on dit militante, gangrénée par des idéologies mortifères, islamo-gauchistes. J'ai dit que l'université n'était pas étanche, que l'université était traversée par tous les courants de la société. Après une semaine de controverses, ce matin dans le JDD, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche persiste et signe. Il y aura bien une enquête, mais au sens sociologique du terme. Un terme d'académo-militant est apparu. Comment vous analysez cette évolution ? Oui, moi je l'analyse assez simplement. Je pense qu'en fait c'est une erreur fondamentale de penser que l'université est gauchiste. Voilà, pour l'avoir fréquenté, franchement. D'ailleurs, quelque chose qui est beaucoup plus important dans la vie que les discours, c'est les habitus. C'est-à-dire, au fond, il y a beaucoup de gens qui ont des discours de gauche, mais des pratiques de droite, ou des ethos de droite, ou des manières de faire fonctionner la droite dans leur champ, la notion disciplinaire, l'obéissance disciplinaire, etc., les frontières académiques et tout. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens qui se prétendent de gauche ou de gauche radicale dans l'université, qui, en fait, dans leur pratique de recherche, sont l'orthodoxie et sont la droite. En vérité, là, ils sont pas du tout subversifs et pas du tout militants dans leur champ. Et vous savez, quand vous enseignez toujours deux choses. Vous enseignez des contenus, mais vous enseignez aussi des habitus, des manières d'être, des manières de se penser comme chercheur. Et un habitus un peu fondamental dans l'université aujourd'hui me paraît beaucoup plus un habitus de la conformité, du conformisme, de la docilité qu'un habitus de la révolte, de la subversion disciplinaire, etc. Alors vous voyez beaucoup d'universitaires qui vont manifester contre, Bush ou Macron, puis qui en fait vont dans leur champ, selon une forme d'habitus clivé, être les gens du côté de la reproduction des pesanteurs instituées. Et donc en fait, c'est pas parce que vous avez un discours qui se veut critique que de fait, en vérité, vous n'êtes pas dans votre champ en train de reproduire des formes de conservation extrêmement puissantes. Cela étant dit, comment est-ce qu'on peut analyser malgré ça le fait qu'il y ait une espèce d'obsession de la droite pour l'université gauchiste, etc. Moi, je crois que c'est je le dis comme ça, je pense que c'est le fait que la droite ait la conscience de son illégitimité universitaire et intellectuelle. En vérité, ce qui me frappe beaucoup, moi, c'est que la droite, elle a à peu près tous les pouvoirs aujourd'hui. Elle a les pouvoirs médiatiques, elle a les pouvoirs économiques, elle a les pouvoirs politiques, elle a même une droite assez dure, en vérité. Mais il y a un petit bastion qui résiste à ces dominations de la droite, c'est quand même le champ académique, parce que de fait, en sciences sociales, en philosophie, quand vous êtes du côté de la pensée, quand vous réfléchissez, vous êtes quand même minoritairement à droite. Vous avez quand même une tendance, parce que le monde veut ça, et comme dit Adorno, comme la vérité du monde, c'est sa fausseté, mais que la vérité est un concept critique, plus vous connaissez le monde, plus vous avez envie de le transformer. Et donc, il y a un rapport entre vérité et oppositionnalité, et donc entre université et gauche, en gros. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait une forme de consensus plutôt à gauche à l'université, et il ne faut jamais répondre à ça comme le font certains universitaires, mais nous sommes neutres, notre recherche est neutre, etc. Non, il faut dire effectivement, il y a un rapport entre la pensée et la gauche, et plus vous êtes dans la recherche en sciences sociales, plus vous voyez comment fonctionne la police, comment fonctionne le racisme, comment fonctionne l'économie, comment fonctionne le capitalisme, la prédation des pays africains, etc. Vous êtes amené à être du côté des forces progressistes comme étant une conséquence nécessaire à la pensée. Ce qui fait que, de fait, les chercheurs, si on peut les appeler comme ça, les scripteurs, disons, de droite, ils sont très illégitimes dans les champs. Dans la philosophie, dans les champs légitimes, dans la sociologie, dans l'espace légitime, universitaire, intellectuel, etc., international, ils sont quasi absents. En vérité, il y a très peu, vous ne pouvez pas citer un sociologue ou un philosophe de droite aujourd'hui, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est une contradiction dans les termes. Et cette espèce de sentiment d'illégitimité, ça les rend malades. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tout. Ils ont toute la télé, ils ont tout l'État, ils ont la banque, ils ont tout. Mais il y a ce petit espace qui leur rappelle qu'ils sont illégitimes intellectuellement, qu'en gros, ils ne sont pas au niveau, quoi. Et ça les rend malades. Et donc, ils lancent des frappes chirurgicales comme ça sur les disciplines universitaires
pour essayer de produire des effets d'intimidation, mais qui est vraiment l'effet de blessure narcissique que produit le fait de savoir qu'on n'est pas au niveau intellectuellement. Alors ça m'amène à 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que devient la recherche de la vérité dans ce contexte-là ? Et l'autre qu'on vous pose assez souvent, régulièrement, mais puisqu'elle découle un peu de votre analyse, c'est que du coup, vous souhaitez, en fait, vous estimez que le débat ne sert à rien et qu'au contraire, il faut rétablir une forme de censure que vous allez évidemment, que vous inspire d'ailleurs Jacques Derrida dans un texte assez important sur cette idée de censure dans l'espace public. Voilà, est-ce que vous pouvez peut-être... Je pense qu'effectivement, de toute façon, la valeur de toute personne si on écrit, c'est qu'on croit à la vérité. Si j'écris, si je pense, si je produis des connaissances, c'est parce que je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre du vrai, quelque chose de l'ordre du faux, et même plus que ça, je pense que 95% des discours tenus sur le monde sont des fictions, sont mal pensés, sont mal construits, sont mal organisés, et que donc il faut les réorganiser et les déconstruire les catégories qui sont à l'œuvre pour les reconstruire. C'est vraiment à peu près l'ensemble de mes livres, en fait, portent sur ce type de préoccupation. Donc il n'y a pas de pensée qui n'est pas liée avec le concept de vérité et avec le concept de savoir, en vérité. Savoir, vérité, donc surplomb, la capacité à dire aux gens une vérité qu'ils ne veulent pas l'entendre, le fait qu'il y a de l'ignorance, de la méconnaissance, de l'inconscient dans le monde social, que tout le monde n'est pas au même niveau, qu'il y a des gens qui savent, des gens qui savent pas. Je pense que c'est tout à fait fondamental. Et cette épistémologie-là, qu'on peut dire bachelardienne, en vérité, de la rupture et tout, épistémologique, elle est tout à fait fondamentale, à mon avis, pour moi. Et en vérité, c'est vrai qu'à tout moment où on croit à ça, l'une des questions qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut rendre la vérité puissante politiquement ? C'est-à-dire, en vérité... moi, je crois quand même que c'est un problème qu'on puisse mentir dans l'espace médiatique, par exemple. Qu'il y a des choses dont on sait qu'elles sont fausses, la science sait qu'elles sont fausses, la connaissance nous dit qu'elles sont fausses, et les gens peuvent les dire publiquement sans aucune sanction, sans aucun problème. Et il y a beaucoup de mesures qui sont prises, par exemple sur la question des drogues, sur la question du climat, sur la question de la santé, dont tous les chercheurs de la discipline, ils ont 99% vont vous dire c'est contre-productif, c'est faux, c'est montrer que c'est pas bon, etc. Et on peut quand même le faire. Un mot quand même sur cette histoire de réchauffement climatique, parce que évidemment, il fait moins 3 degrés dans Paris, donc moi ça m'a amusé. Écoutez les autres plutôt que donner une image hystérique de votre pensée. Alors, excusez-moi, ça fait 25 ans que je travaille avec des scientifiques. Oui, mais vous pouvez vous tromper depuis 25 ans, madame. Et oui, je travaille. Vous pouvez vous tromper depuis 25 ans. Jacques Séguéla. Et puis vous pouvez écouter les autres surtout. Ça serait pas mal d'écouter les autres. Alors, il y a des instances qui, dans nos États, permettent de censurer des mesures gouvernementales au nom du droit, comme le Conseil constitutionnel, par exemple. Un gouvernement peut vouloir prendre une mesure, et des juges peuvent dire non, parce que dans un État comme le nôtre, on n'a pas le droit d'interdire les choses comme ça, ou de faire ce type de loi, ou de rédiger comme ça la loi. Donc, vous avez des pouvoirs qui sont supérieurs aux gouvernants, par exemple, qui s'imposent à eux et qui les contraignent dans leur manière de rédiger la loi. D'accord ? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer la même chose pour la vérité ? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la vérité devienne un peu effective dans le monde social ? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de conseils scientifiques qui puissent imposer aux gouvernants un certain nombre de choses ou censurer des lois au nom de la vérité scientifique, au nom de la connaissance, et qui obligeraient les gouvernants à être dans une pratique de véridicité. Et même moi, en vérité, je suis même plus que ça. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un équivalent de... Quand on fait après les débats, vous savez, maintenant on fait beaucoup les check news, on vérifie qu'est-ce qu'ils ont dit, est-ce qu'ils ont dit la vérité ou pas que ça. Moi, je serais pour que ça emporte des sanctions, ça, en vérité. Moi, je serais pour que si jamais un homme politique, par exemple, est convaincu d'avoir dit quelque chose de faux, il soit interdit l'expression publique pendant 1 mois ou 2 mois, des choses comme ça. Vous voyez, par exemple, quand M. Laurent Wauquiez avait dit qu'il y avait quelqu'un qui était sorti de prison puis qui avait tué quelqu'un, et il avait dit c'est la faute à la loi Taubira ou je sais pas quoi. Or, c'était complètement faux parce que juridiquement, la loi Taubira est pas rétroactive, elle peut pas avoir agi sur quelqu'un qui a été condamné il y a 10 ans, etc. Donc c'était faux. C'était faux. Moi, je suis pour qu'un truc comme ça, on dise pendant 1 mois, t'es interdit de t'exprimer public. Voilà, c'est interdit, t'as plus le droit, voilà. Et donc, on censure la parole au nom de la vérité, qu'on produit des effets d'exclusion de l'espace public. Alors, il ne s'agit pas de mettre les gens en prison, il ne s'agit pas de d'amende, etc. Mais il s'agit de réfléchir à des possibilités de rendre la vérité effective. Parce que si on croit à la vérité, si on finance publiquement de la recherche pour dire de la vérité, il faut bien un moment que les lois qui nous gouvernent soient liées un peu à cette idée-là. Et donc, effectivement, moi, je suis pour qu'on réfléchisse à des formes de censure dans l'espace public par lequel on pourrait limiter la propagation publique des discours faux, donc qui sont pratiquement toujours les discours de la droite et de l'extrême droite. Plutôt que de les déconstruire, en fait, il faut les circonscrire. Oui, il faut les circonscrire parce que les déconstruire, c'est déjà accepter leurs problématiques, c'est accepter leur existence, c'est se situer par rapport à eux, c'est être pris dans leur temporalité. Et en fait, vous n'allez jamais réussir à déconstruire, vous êtes toujours cédé du terrain et vous allez sur leurs problématiques. Par exemple, sur le grand remplacement, les gens, pour dire qu'il n'y a pas de remplacement, ils vont dire qu'il n'y a pas beaucoup d'Arabes en France. Donc ça va être purement défensif, on va voir comme si c'est un problème, le nombre d'Arabes en France, et on va accepter la problématique. Il y a des gens qui sont très très glorieux parce qu'ils vont critiquer les théories de Zemmour ou de Renaud Camus en disant non, il y a moins d'Arabes que vous dites, moins de femmes volées que vous dites, comme si c'était vraiment on va débattre de ça, d'accord ? Mais combien il y a d'Arabes en France et tout, s'il y en avait 80%, on n'aurait strictement rien à faire. Donc on accepte la problématique et c'est trop tard.
En vérité, il faut être, à mon avis, beaucoup plus offensif de ce point de vue-là et réfléchir à des formes de ce que Derrida appelle de limitation de la propagation publique d'un certain nombre de discours, ce qu'on appellera donc une censure, me paraît pas du tout quelque chose d'impossible à penser. Quelqu'un comme Herbert Marcuse, par exemple, un des grands philosophes de l'école de Francfort, a écrit un livre qui s'appelle La tolérance répressive, un texte, pardon, s'appelle La tolérance répressive, où il dit que l'idée de tolérance à des discours faux, en fait, c'est tolérant à sa propre répression. Et qu'il faut accepter, effectivement, l'idée de pouvoir limiter la circulation publique et la présence publique d'un certain nombre de discours. Et moi, ça me paraît être quelque chose auquel on doit avoir le droit de réfléchir de façon assez puissante, en vérité, avec tous les effets qu'il peut y avoir de est-ce que armer l'État n'est pas l'armée pour des gens qui pourront ensuite s'en prendre à nous si jamais ils arrivent au pouvoir. Voilà, donc ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Mais en tout cas, ça me semble pas être un tabou de la pensée. Alors, vous vous situez toujours sur cette ligne de crête, de critique oppositionnelle, comme vous l'avez défini tout à l'heure, pour un peu récuser cette critique fonctionnelle. En tout cas, vous la problématisez. Vous le faites également dans votre dernier essai, Mon corps, ce désir, cette loi, où là, vous êtes toujours dans cette quête quand même de débusquer, en tout cas, des conservatismes possibles, qui se cachent d'une certaine manière derrière des volontés progressistes. Vous étudiez notamment cette catégorie un peu, qui s'est imposée ces derniers mois de consentement, et vous la problématisez. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer un petit peu cette position? Oui, effectivement, c'est un livre qui s'inscrit un peu dans la filiation de mes précédents livres, où à chaque fois, dans le livre sur l'université, ou le système pénal, ou sur le combat à Dama avec Assa Traoré, ou sur la conscience politique, j'essaye de voir comment, dans des discours ou quand des mouvements politiques, lorsqu'ils émergent, ils vont avoir nécessairement tendance à reprendre des catégories préalables et instituées qui peuvent les limiter ou les piéger au moment même où ils énoncent quelque chose d'important. Et donc, l'un des rôles de l'intellectuel, ça peut être d'essayer de déconstruire la manière dont les discours, tout en essayant de s'en prendre à une forme de pouvoir, peuvent malgré eux être victimes d'un certain nombre d'idéologies ou d'impensés qui vont freiner les conquêtes qu'ils veulent opérer. Et comment est-ce qu'on peut essayer de les radicaliser ou de fonder leurs problèmes sur des bases un petit peu différentes. Je pense que la chose qui est très très importante à penser, c'est que c'est pas parce que des individus appartiennent à un groupe dominé et s'en prennent à un système de domination qui font nécessairement partie du mouvement progressiste. Vous avez tout un ensemble de mouvements, par exemple aux États-Unis, qui peuvent être des mouvements noirs, qui luttent contre la domination raciale, mais qui peuvent avoir été des mouvements antisémites ou racistes ou misogynes, etc., et qui donc ne faisaient pas partie de la gauche ou du mouvement progressiste, comme Nation of Islam, par exemple. Vous avez eu en France les partis des indigènes de la République, par exemple, qui était un mouvement qui prétendait parler au nom des garçons ou des filles noires, arabes, présents sur le territoire français, et qui en fait a été très souvent dans ses discours tangents au racisme, à l'antisémitisme, à l'homophobie, etc., voire pas plus que tangents parfois sur certains sujets, qui ne faisaient absolument pas partie du mouvement progressiste, ou alors dans l'histoire du mouvement ouvrier. Vous avez des ouvriers qui luttaient contre la domination patronale et qui ont pu faire partie du mouvement fasciste, par exemple les ouvriers jaunes dont parlait Sternel. Donc c'est pas parce que vous êtes partie d'un groupe dominé et que vous luttez contre une forme de domination que nécessairement ça vous fait partie de vous du mouvement progressiste. Vous pouvez très bien, malgré cela, faire partie du mouvement conservateur ou avoir des valeurs en vous qui sont conservatrices. Et donc c'est pas parce que quelqu'un est une femme qui dit qu'elle lutte contre la domination masculine ou contre le patriarcat que tout ce qu'elle va dire sera nécessairement progressiste. Parce que je veux dire, il faut des critères en plus pour les analyser, et il faut se donner des critères d'évaluation supplémentaires des types de valeurs, des types de rhétorique, des types de pratiques qui sont dans ces discours pour qu'on puisse les accepter dans le mouvement progressiste. Et de fait, le livre, il essaie de dire ça, il essaie de dire il faut bien distinguer dans la vie deux choses qui sont l'existence d'un problème et la manière dont on problématise un problème. C'est-à-dire, en gros, le problème de la domination masculine, de la violence sexuelle, du viol, etc., c'est un problème tout à fait fondamental et c'est la base de l'acceptation de tous les mouvements progressistes. Mais vous avez ensuite des mouvements qui vont problématiser ce problème, des manières de problématiser ce problème. Et mon livre, il va mettre en question la problématisation de ce problème et problématiser les formes de problématisation de ce problème qui sont à l'œuvre aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que problématiser la problématisation du problème n'est pas problématiser le problème. C'est problématiser la manière dont on va l'appréhender et dont on va prétendre lutter contre lui. Et ce que j'essaie de montrer dans cet ouvrage, en vérité, c'est qu'une grande partie des discours, dans leur éclatement, parce que c'est un livre qui se méfie beaucoup de catégories globales comme MeToo, etc. Je pense qu'il y a des blocs de discours que j'essaie d'analyser. C'est une conférence développée, c'est plus des fragments comme ça de pensée sur quelques sujets. Vous avez deux biais, en vérité, qui sont à l'œuvre. Le premier, c'est un biais répressif et pénal extrêmement puissant que tend à reproduire un certain type de mouvements qui se prétendent comme féministes aujourd'hui et qui vont beaucoup plus être une forme de reproduction des formes d'idéologie individualisantes, psychologisantes, pénalisantes, etc. et qui font plutôt à ce moment-là partie du mouvement conservateur que d'une forme de critique
de la violence d'État, en gros. Et est-ce qu'on s'appuie sur la violence d'État pour régler un problème social? Donc ça, je pense que c'est un des premiers points que j'essaie de mettre en cause en appuyant beaucoup sur les écrits de l'abolitionnisme pénal. Et la deuxième chose, c'est qu'une grande partie, absolument, et une grande partie de la deuxième catégorie, en quelque sorte, c'est que ces discours ont tendance aujourd'hui à être pris dans ce que Foucault appelait le dispositif de la sexualité, c'est-à-dire ont tendance à énoncer le problème de la domination masculine en reproduisant la croyance dans le sexe comme dimension fondamentale de l'être humain, comme dimension toujours potentiellement traumatique, comme secret de nous-mêmes, comme cœur de nos vies, etc. Et qu'une forme d'obsession et même de comment pourrait-on dire, de fétichisation de la question sexuelle qui très souvent se vampirise la question du pouvoir, se fait au détriment de la question du pouvoir. Et vous allez avoir des prises de parole qui vont beaucoup plus viser la question de la sexualité en vérité que la question du pouvoir, et même parfois dans des prises de parole sur les milieux ou sur les institutions, très souvent des interactions sexuelles sans pouvoir vont être dénoncées, alors que les interactions de pouvoir sans sexe vont être complètement oubliées de la dénonciation, ce qui montre que c'est de plus en plus le sexe qui va être mis au centre de l'attention, beaucoup plus que les structures de pouvoir, ce qui fait qu'une juriste comme Janet Halley, que je cite beaucoup dans mon livre, une juriste très importante de Harvard, disait que par exemple dans les entreprises, etc., tout un ensemble de sujets comme le harcèlement sexuel, on était parti de la lutte contre le harcèlement sexuel, mais l'obsession de la question sexuelle avait beaucoup plus débouché sur un harcèlement de la sexualité que sur une véritable problématique du harcèlement dans toutes ses formes, même qui n'a rien à voir avec le sexuel. Et donc, en fait, on avait dissous la question du harcèlement dans la question sexuelle, et on avait de plus en plus essayé de fondre la question du pouvoir et des structures de pouvoir sur la question de la sexualité, qui serait en tant que telle du pouvoir, en tant que telle du traumatisme, en tant que telle de la violence, etc. Et je pense qu'en fait, si on arrivait à libérer la problématisation du problème de la domination masculine, de l'inconscient répressif et pénal, et de l'inconscient du dispositif de la sexualité, on pourrait produire un mouvement beaucoup plus puissant, beaucoup plus rationnel et beaucoup plus émancipateur. Est-ce qu'il faut rétablir des frontières entre le champ sexuel, le champ politique, pour le coup? Est-ce que là, il faudrait un peu distinguer ces champs-là, préserver un peu le domaine de la sexualité, de l'emprise du politique, d'une certaine manière? Non, parce qu'on peut politiser la sexualité politiquement en essayant de la libérer, par exemple, en essayant d'avoir des valeurs plus libertaires, des valeurs plus pluralistes, des valeurs moins monistes, des valeurs moins psychologisantes, des valeurs... Ça, c'est de la politique de la sexualité comme une autre politique de la sexualité. Moi, je suis très favorable à une politique de la sexualité. Foucault proposait les corps, le plaisir, l'amitié, etc., la démultiplication des plaisirs, l'anonymat, tout un ensemble, une dépsychologisation de la sexualité, comme une politique de la sexualité, en vérité. Donc, c'est la politique libertaire, essayer de penser la sexualité très différemment de certaines formes qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, en fait, il ne s'agit pas de dire que la sexualité n'est pas politique. Par contre, ce qu'il s'agit de dire, c'est que s'attaquer à la domination masculine, c'est s'attaquer à des systèmes de pouvoir objectifs et à des prédations et à des mutilations objectives qui sont opérées sur les femmes ou les minorités sexuelles, etc. Et de quelle manière est-ce qu'on peut les démanteler? Et qu'il faut faire attention à ce que la thème du sexe ne vienne pas absorber la thématique de la domination masculine dans toutes ses dimensions, qui ne se réduisent pas à la dimension sexuelle loin de là. Alors c'est un texte aussi, c'est un texte dans lequel vous citez deux personnalités qui vous sont très proches, Didier Ribon et Édouard Louis, et j'étais tombée sur cette phrase d'Édouard Louis pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure sur l'écriture, et qui disait « Je n'ai jamais écrit une ligne sans l'amitié ». Pas la moindre ligne. L'amitié, c'est ce qui m'a poussée à écrire, en parlant évidemment de cette amitié qui vous lie tous les trois. Est-ce que c'est pareil pour vous? Est-ce que c'est une condition sine qua non aussi, qui vous aide à écrire? Vous n'auriez pas écrit une ligne sans l'amitié? Est-ce que c'est une force particulière? L'amitié, c'est le dehors, pour moi. C'est-à-dire qu'au fond, quand on essaye de produire le type de production que moi j'essaye de faire, on est amené à s'affronter à des pouvoirs internes assez puissants, en vérité, des pouvoirs universitaires, des pouvoirs médiatiques, etc. Et quelque chose de l'ordre d'une solitude, en vérité, qui peut s'installer. Et donc, un des grands problèmes de l'hérétique, que Bourdieu le dit dans un texte assez beau, et on revient à Bourdieu à la fin, qui est comment on saute dans le vide. C'est-à-dire, en gros, comment on saute dans le vide. C'est le texte? Ouais. D'accord. Il dit l'hérétique, celui qui saute dans le vide. C'est celui qui dit tant pis, je vais dire à l'institution que ce que tu fais est pas bien, et que c'est moi qui ai raison, et je serai tout seul contre toi, et c'est moi qui ai raison, et je le sais. Mais cette espèce de ce geste fou, en quelque sorte, qui est d'être tout seul. Et de savoir que beaucoup de gens vont avoir intérêt ou à vous détruire, ou à mettre en question la valeur de ce que vous faites. Donc il faut qu'il y ait un dehors des institutions, et la possibilité de créer un cercle autonome de reconnaissance, d'encouragement, de certitude de soi, pour pouvoir créer des discours qui échappent aux formes préalables de la reconnaissance. Personne n'échappe vraiment à l'idée de vouloir être reconnu, personne n'échappe vraiment à l'idée de validation, personne n'échappe vraiment à l'idée d'encouragement. Mais vous avez la possibilité de le faire dans les formes instituées des institutions. Mais si vous vous mettez en écart par rapport à elles, c'est dans d'autres formes informelles que vous allez trouver ce type d'encouragement. Et de fait, l'amitié, en vérité, est un lieu où vous créez votre propre espace.
Moi, en gros, quand j'ai fait un livre et que Didier et Édouard m'ont dit c'est bien, ça va, c'est terminé, j'ai plus besoin d'autres validations, je crois plus du tout à ce que vont me dire les autres, c'est terminé, ça ferme le champ de la reconnaissance. Et donc, ça me permet d'être beaucoup plus autonome, en vérité, par rapport aux institutions qui pourraient me donner un pouvoir de validation auquel je pourrais être obsédé par un type de reconnaissance. Et donc, effectivement, je pense que développer l'amitié comme principe d'autonomie, en vérité, intellectuelle et politique, est un projet, en vérité, très important, et que une des choses qui est un peu oubliée, en vérité, dans la gauche aujourd'hui, c'est l'invention de la vie, en vérité. C'est-à-dire que le côté très institutionnel de la gauche, dans son rapport aux institutions, aux lois, à l'État, etc., peut nous faire oublier aussi que la bataille, elle se fait aussi dans ce que j'appelle le pratico-inerte, c'est-à-dire dans la vie, les affects, les amis, à quelle heure on se lève le matin, avec qui on dîne, est-ce qu'on est familial, est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on a des amis. C'est des choix très importants. Et en fait, quand on est de gauche, il faut aussi l'être dans sa vie pour pouvoir l'être dans son œuvre ou dans son habitus politique. Et que si jamais on reprenait une politique de la vie, une politique contre-culturelle, comme le faisait Marcuse, Reich, etc., peut-être qu'on pourrait beaucoup plus déstabiliser la société que si on le fait dans les formes déjà admises de la contestation. Merci infiniment, Geoffroy de La Gannerie, pour cet entretien. Merci. Merci à vous.